Allez, nous sommes dimanche 14 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du 7 Info. L'équipe du dimanche, pilotée aujourd'hui par Jonathan Ilboudou, est bien en place pour 52 minutes d'actualité. Bienvenue à tous. Il est désormais bien installé dans son fauteuil de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Paul Kabatieba a prêté serment cette semaine. L'ancien Premier ministre est tout excité d'avoir l'opportunité de servir à nouveau son pays. Poignée de mains chaleureuses entre Paul Kabatieba et quelques-uns de ses ex-collaborateurs. Ceux qu'il dirigeait encore il y a quelques mois seulement, quand il était Premier ministre. C'était presque dans une autre vie, car ce 12 juillet, Paul Kabatieba fait un pas de plus vers ses premiers amours. Devant la commission de surveillance, l'ancien fonctionnaire de la BCEAO est venu prêter serment pour s'installer officiellement à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. En prenant la direction de cette nouvelle institution, j'ai l'intime conviction d'avoir, une fois de plus, l'opportunité de servir mon pays. Ce qui est un devoir qui ne saurait se marchander pour aucune autre considération. C'est pourquoi, en m'engageant solennellement devant la commission de surveillance et devant le Parlement, je voudrais dire à l'ensemble des Burkinabés que la Caisse des dépôts et consignations de Burkina Faso ne sera pas une institution de plus. Elle sera une structure de financement du développement du Burkina Faso. Une institution solide, une institution crédible. Et le tout premier directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de relever quelques champs d'intervention de l'institution qu'il dirige désormais. Qu'en est-il du financement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso? Qu'en est-il du financement du logement social pour mettre fin à cette inégalité criarde des Burkinabés devant l'accès au logement? Là aussi, la Caisse des dépôts et consignations est interpellée. Qu'en est-il du financement de l'économie numérique, des hôpitaux, des écoles, etc. sur tout le territoire? Tout cela relèvera des attributions de la Caisse des dépôts et consignations. C'est le 9 mai 2017 que la loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais il a fallu attendre 2019 pour nommer son directeur général, en l'occurrence Paul Kabatieba, juste après le départ de ce dernier de la tête du gouvernement, une nomination qui avait alors fait beaucoup parler. Et notre consultant politique, Chaka Koulibaly, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Paul Kabatieba, donc, qui reprend en tout cas pied dans l'arène du développement avec la Caisse de dépôt et les consignations du Burkina Faso. Alors, une chance de rachat pour lui? Oui, tout à fait. Étant donné son profil de banquier de la Banque centrale, une institution comme la Caisse des dépôts peut être une opportunité pour Paul Kabatieba de faire un peu plus d'impact qu'il n'a eu à le faire lorsqu'il était Premier ministre, étant donné que la coordination de l'action gouvernementale suppose une maîtrise donc, des dossiers sectoriels qui n'était pas très évident pour quelqu'un qui avait passé du temps à l'extérieur. Mais une caisse de dépôt et de consignation, les missions sont assez limitées par rapport à un gouvernement. Donc c'est beaucoup plus à la portée. Purement dans la finance, voilà. C'est son profil. C'est son profil et c'est plus à sa portée et pour faire beaucoup plus de résultats. Étant donné également que le champ d'intervention de la caisse est assez bien délimité, donc il ne pourrait pas y avoir de gros problèmes, à mon avis, pour Paul Kabatieba à ce niveau-là. On parle de 20 milliards pour commencer. Il parle d'une caisse qui sera solide, crédible, pour financer le développement. Il parle du logement social, des PME, PMI et des infrastructures éducatives, en tout cas au niveau du développement local. En tout cas, une caisse aux ambitions certaines. Mais là, déjà, il y a des critiques par rapport, effectivement, à la composition des membres du conseil chargé de contrôler le fonctionnement de cette caisse, avec notamment à la tête le député Bindi Woba du MPP. Et cette composition assez politique, cette couleur politique par rapport donc au contrôle pose problème au niveau des organisations syndicales justement, qui pensent que ça va être difficile et ça pourrait avoir un impact sur l'efficacité donc de la gestion de cette caisse. Oui, tout à fait.
Les critiques sont, à mon avis, à prendre en considération, dans la mesure où c'est un instrument qui devrait montrer patte blanche en termes d'équité, en termes d'impartialité par rapport aux cibles qu'elle va viser. Je vais parler ici des collectivités, par exemple, lorsque les projets vont être soumis. Il ne faudrait pas que ces projets-là soient choisis en fonction de la couleur des élus locaux, par exemple. Donc, c'est un point sur lequel on va suivre l'évolution de la Caisse des dépôts et de consignation dans son ensemble, pour voir également est-ce que le point technique aussi qui avait été soulevé par des spécialistes, à savoir la concurrence avec les banques classiques, également était un problème qui avait été posé. Sur tous ces critères-là, on va voir est-ce que la Caisse des dépôts et de consignation va arriver à surmonter les préjugés qui sont développés contre elle dès sa nomination, enfin dès sa création, je veux dire. C'est vrai que d'autres institutions de la sorte ont existé de par le passé, ce qui fait effectivement que les gens s'en inquiètent. On se demande effectivement comment ça va se faire. Est-ce qu'il y aura une bonne gouvernance de cette caisse-là, justement, eu égard effectivement au mécanisme de contrôle par rapport effectivement à la gouvernance de cette caisse? Oui, mais par rapport aux questions de contrôle, il faut savoir qu'il est très difficile de créer un instrument financier et d'échapper aux règles et aux normes qui sont en vigueur en la matière spécifiquement, qui sont des normes qui ne sont pas seulement conduites au niveau national, mais au niveau international également. Donc, s'il arrivait que la Caisse des dépôts et de consignation, dans son activité, franchissait les normes qui sont prévues et les règles qui sont en vigueur, c'est sûr que des interpellations vont être faites et même parfois des sanctions peuvent être apportées. L'autre inquiétude, c'est bien ces DAT, ces dépôts à terme de ces sociétés d'État qui seront logés au niveau de la Caisse, justement. Oui, les DAT qui sont là poseront problème en termes d'accès des autorités politiques là-dessus. C'est ça la principale crainte en fait du secteur financier pur, qui pense que c'est peut-être un pactole que se réservent les hommes politiques pour financer des projets qui n'auront pas pu l'être par le système financier normal. Donc c'est un point, et je pense que, étant donné la volonté politique d'aller dans ce sens-là, d'abord de créer la Caisse des dépôts et de consignation et de nommer à sa tête des personnalités qui posent problème entre griffes, il faudrait voir maintenant dans le fonctionnement, est-ce que ces personnalités sont en mesure d'aller au-dessus des préjugés qui ont été formulés contre elle et de faire un travail qui soit vraiment impeccable et inattaquable. Et là-dessus, dès les premiers moments, on verra si cette caisse de dépôt et de consignation correspond à ce dont on a besoin maintenant pour notre développement au niveau national. On attendra donc de voir sur le fonctionnement de cette caisse dans sa phase opérationnelle. La politique, à présent, la crise au Congrès pour la démocratie et le progrès avec cette semaine une troisième voie. Il y a le camp Kadri Désiré Ouédraogo, il y a le camp Edi Komoïgo, mais il y a désormais le camp Juliette Bonkongo. Ils sont considérés comme le troisième camp des protagonistes de la crise au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Ni centriste, ni modéré, le camp de Juliette Bonkongo et alliés affichent désormais leur candidature aux primaires du parti. Ma candidate, c'est Juliette Bonkongo. Comment ça clair? Si à Congrès demain, mon candidat est parti là, pour le parti, c'est pour Juliette Bonkongo. C'est aussi clair que ça. Voilà, si demain là, on arrive aujourd'hui à gérer par la 2021, Bonkongo c'est un candidat à la présidence du CDP. C'est pas pour rien. Et je suis prêt à seconder pour travailler. Donc il faut que je sois clair. Ne sommes pas, si c'est pour Edi, si c'est pour Kadri, c'est pour Kadri. Dans les hommes qui Kadri Edi, Kadri c'est un homme respecté, respectable. Dans le camp Juliette Bonkongo, on est convaincu que le CDP peut revenir au pouvoir pour peu que le parti renoue avec la cohésion. Nous pensons que le CDP peut encore reconquérir le pouvoir d'État. Il a des réelles chances d'y parvenir. Mais pour que ces rêves se réalisent, le parti a besoin d'un président rassembleur, respectueux des textes fondamentaux. Qualité qu'Edi n'incarne pas malheureusement. Nous pensons que le feuilleton a assez duré et qu'il est temps d'y mettre fin. Mahamadou Kouana accuse l'actuel président du parti de comportement irrévérencieux et exige des excuses officielles de sa part, avant tout dialogue. Alors, Siaka Coulibaly, là, au niveau du CDP, on n'en finit pas avec les intrigues
et le feuilleton qui continue de déballer ces épisodes, un troisième camp avec Juliette Bonkungu aussi, qui visiblement semble avoir des ambitions aussi pour les primaires du parti. Oui, c'est vrai que le CDP est aujourd'hui dans l'œil du cyclone, avec cette multitude de candidats issus de son rang. Je pense que pour ce cas-ci, il n'y a pas péril en la demeure, étant donné qu'il se prononce très ouvertement pour aller aux primaires. Les primaires, c'est le respect des textes en vigueur. Le primaire, c'est le respect des instances du parti. Et là, c'est un candidat qui va aller devant les instances du parti pour rechercher son adoubement par ces partis-là. S'il arrivait la candidate n'est pas retenue... C'est peut-être la bonne démarche, c'est-à-dire battre campagne tout simplement pour les primaires. Exactement. Au lieu d'être dans les attaques. Voilà. Je pense que c'est la meilleure démarche qui est faite là. On peut avoir 1000 candidats pour les primaires. Hein. Dans les autres pays, vous le voyez, les partis démocrates aux États-Unis, il y a beaucoup de candidats aux primaires. Mais les primaires départagent ces candidats et on a un candidat pour le parti. Donc à ce niveau, je ne vois pas qu'il y ait réellement des problèmes, au-delà du ton qui est utilisé par les uns et les autres. Mais ce ton peut aussi être du sérail politique. Hein. C'est une manière donc de déterminer ceux qui hésitent, qui n'ont pas d'argument pour aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, on peut encore considérer qu'on reste dans les normes et que le moment venu, le parti va organiser ces primaires-là et on verra bien qui sera désigné par le parti. Vous pensez que le CDP saura se retrouver justement pour aller sereinement aux primaires? Moi, je crois que le CDP va finir avec ces problèmes pour la simple raison que ces problèmes sont nés à temps, si on peut s'exprimer ainsi. Ils n'ont pas attendu les derniers moments pour se lancer, ce qui aurait créé du désordre au moment où les autres s'organisent pour aller à l'élection. On a le temps de remettre les choses à l'ordre. D'ici la fin de l'année 2019, le CDP a encore le temps de régler toutes ces questions internes et d'avoir une année 2020, toute une année 2020 pour s'organiser pour l'élection. Donc je ne pense pas qu'il y ait péril dans la demeure en ce moment-ci. D'accord. Pendant ce temps, les militants continuent de sonner la mobilisation autour du président du parti, Eddy Komboigo. Il est et il reste le président du CDP, lance les commerçants. L'heure de la mobilisation sonne toujours au Congrès pour la démocratie et le progrès. Après les femmes, les jeunes, ce sont les commerçants du parti de l'EPI et de la DABA qui réaffirment leur soutien à la direction actuelle du parti. Ces acteurs du commerce avaient la soif de l'information dans un contexte où le CDP est secoué par une crise de leadership. Nous sommes des commerçants. Dans des marchés, on entend par-ci par-là que entre le président et les autres membres, il n'y a pas d'entente. Alors que nous savons que tous ceux qui sont en train de parler là, ils basent sur le CDP pour parler. Et nous pensons que nous devons soutenir le CDP. Maintenant, si demain, on dit que c'est un tel qui est le candidat du CDP, nous, on va le suivre. Mais en attendant, nous allons soutenir le président. C'est lui le président du parti. À cette rencontre, les discours sont plutôt conciliants. Les frondeurs sont appelés à réintégrer les rangs. C'est un signal fort, selon Eddy Komboigo. Et que ceux qui sont en train de parler, de donner des conférences de presse, d'insulter, de s'amender, de revenir, parce que le CDP a besoin de tout le monde. C'est ensemble que nous serons forts, c'est ensemble que nous pouvons construire le CDP, c'est ensemble que nous pouvons construire le pays. Les divisions n'ont jamais amené un parti à grandir. Mais n'empêche que le président de l'ex-parti au pouvoir reste droit dans ses bottes. Mais s'il y a certains qui sont vraiment convaincus que leur position, c'est de partir, dans un parti, on n'a pas besoin de bagarre, c'est de prendre le courage à deux mains et de partir. Ça nous fera des graissements de cœur. Mais vous connaissez le CDP, il a généré pas mal de partis, il est fort, il restera toujours fort. Le président Eddy Komboigo qui continue justement sa mobilisation ce week-end, notamment dans la zone de Réo, dans le fief notamment.
de l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiao. Tchaka Coulibaly, c'est peut-être là une bonne dynamique aussi, toutes ces mobilisations de part et d'autre, ça permet de mobiliser les militants et de consolider un peu ce militantisme. Tout à fait. C'est pour ça, contrairement à ceux qui pensent que les dissensions qu'on est en train d'observer sont négatives pour le parti, CDP, moi je pense au contraire que ça peut avoir un impact positif. À partir du moment où, si vous faites le point entre ceux qui sont derrière Kadri Désiré, ceux qui sont derrière Juliette Bonkungu et ceux qui sont derrière Edi Kombogo, ça fait un paquet important et ça peut susciter des adhésions des gens qui peuvent considérer le CDP comme une alternative de 2020. Et tout ça, au lieu que ça nuise forcément au parti, contrairement à ce que certains pensent, peut être plus positif en termes donc de montrer un parti qui est encore vivant, qui existe et qui est une force encore avec laquelle il faut compter. Donc vous voyez que les uns mobilisent de leur côté et puis les autres également font la mobilisation. L'un dans l'autre, si le parti réussit à régler ces questions de leadership et de candidature, moi je crois qu'il faudrait compter avec le CDP, avoir des chances importantes de jouer un rôle majeur en 2020 aux élections à la fois présidentielles et législatives. À la veille des élections, c'est du monde qui pourrait converger. Oui, exactement. À la fin, comme nous sommes en politique, et c'est un parti qui a l'habitude de questions de pouvoir, contrairement aux autres qui sont nés suite à des conflits, le CDP est un parti beaucoup enraciné dans la gestion des affaires. Du coup, lorsqu'on va arriver aux encablures des élections, il n'est pas exclu que tous ceux qui font la dissension aujourd'hui, un an et demi avant donc, l'échéance électorale, reviennent encore et adhèrent à celui qui va être désigné comme le candidat du parti. Et finalement, on aura un groupe assez important, des gens qui ont mobilisé des parts et d'autres, et qui vont se retrouver enfin pour faire un gros parti et puis finalement aller aux élections. Voilà. L'actualité cette semaine, c'est aussi la sortie du CFOP, le chef de file de l'opposition politique qui s'inquiète de la crise humanitaire avec les milliers de déplacés internes. L'opposition propose au gouvernement une opération baptisée Boribana. La crise humanitaire née de l'insécurité préoccupe le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Chaque jour qui passe, des villages se vident peu à peu de leur population qui fuient vers les zones dites sûres. Selon le CFOP, ces milliers de populations seraient abandonnées à leur sort par l'État. Dans leur course pour la survie, ces populations abandonnent tout, champs et autres moyens de subsistance. À ce rythme, le chef de file de l'opposition craint un risque de famine au Burkina Faso. Nous ne sommes pas assez préparés pour faire face à un afflux massif de nos populations. Et ça pose donc des problèmes réels de survie au quotidien, des problèmes de nourriture, d'hébergement, de soins, des problèmes même de dignité, en un mot. Et vous savez que nous sommes en saison hivernale, donc moment propice pour nos populations pour cultiver. Et si ces populations n'arrivent pas à le faire, vraisemblablement nous irons vers, en tout cas, il est possible que nous allions vers une certaine famine. Pour faire face à l'insécurité croissante et éviter les déplacements massifs de population, le CFOP suggère au gouvernement de mettre en place une opération Boribana qui signifie la fuite est terminée en langue nationale Dioula. Pour nous, c'est simplement, comme nous l'avons dit, une façon d'interpeller le gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre des mesures pour sécuriser les zones attaquées, pour permettre aux populations de rester sur les zones attaquées, bien sûr en impliquant ces populations-là dans la lutte. Voilà. Et ensuite, nous avons proposé des plans de riposte. Le troisième point à l'ordre du jour de la conférence de presse hebdomadaire du CFOP, l'affaire du prélèvement puis de la vente du manganèse du site de Tambaou. Une opération qui, selon le ministère en charge des mines, devrait permettre de désintéresser les ex-travailleurs et les créanciers de Pan-African Tambaou. Pour le CFOP, le gouvernement ne joue pas franc jeu. Dans la gouvernance telle que souhaitée, il aurait été opportun justement que les parties prenantes puissent être informées, notamment la population, et ensuite que cela puisse être mis en branle. Et quand on fait le lien aussi avec le problème du charbon fin qui est posé, véritablement on se demande à quel jeu joue ce ministère-là pour ne pas jouer franc jeu dans sa façon de fonctionner. En conférence de presse ce 8 juillet, l'unité d'action syndicale a annoncé une marche dans les prochains jours en union avec la coalition contre la vie chère. Le CFOP dit n'avoir pas été associé à cette organisation. Il se dit toutefois. Tchaka Coulibaly, ça reste quand même mis en perspective, ça reste
une situation assez inquiétante quand même, hein, cette crise humanitaire, parce que justement, ce sont des déplacés. On est en saison de pluie qui ont besoin donc d'espace pour se mettre à l'abri, donc des intempéries. Mais au-delà, c'est aussi des populations actives qui normalement devaient être au champ, qui ne sont pas au champ. Oui. Et là, ça craint. Exactement. Il faut anticiper justement ce Comme on l'a déjà dit lorsque les déplacements ont eu lieu, les déplacements massifs ont eu lieu, c'est un problème encore plus grave qui est en train de se profiler à l'horizon pour le gouvernement, disons qu'il est déjà là. Il y a d'abord les questions immédiates, logement, nourriture, prise en charge psychologique et sanitaire des déplacés. Mais il y a des problèmes plus importants qui vont venir. Ces personnes-là n'arrivent pas à travailler leur champ pendant la saison hivernale. Donc d'ici septembre, seront totalement incapables de compter sur les récoltes pour se nourrir le reste de l'année. Donc ils vont tomber immédiatement dans les conditions de l'assistanat. Est-ce que nous avons assez de stock de sécurité d'urgence pour pouvoir faire face à cela, etc., etc. Il y a la question de la scolarisation des enfants qui est en train de se poser, et même la question de la sécurité des personnes sur les sites où ils sont en hébergement à l'heure actuelle. Du coup, moi je crois qu'avec le terrorisme, ces déplacements viennent complexifier le problème et augmenter la charge que le gouvernement a devant lui pour faire face à toute cette question qui est liée à l'insécurité. Donc, la fin de l'insécurité n'étant pas à l'horizon, on peut penser que les déplacements vont augmenter dans le temps et aggraver donc les besoins qui vont se profiler. Et où est-ce que le gouvernement va trouver? Parce que jusque-là, l'appel à l'aide internationale n'est pas encore lancé sur le plan purement humanitaire par le gouvernement, et qui en aura besoin donc pour pouvoir soutenir l'hébergement de ces personnes-là, en attendant qu'elles puissent se retourner sereinement sur leur lieu d'habitation habituel et ne pas perdre surtout leurs actifs, leurs champs, leurs bétail, etc., etc. Donc j'imagine que le gouvernement est à pied d'œuvre pour essayer de répondre à toutes ces problématiques-là, mais de l'extérieur, quand on le regarde, on voit que ça va être très difficile de pouvoir réussir à régler ces questions-là et à sauvegarder la dignité des personnes déplacées, tel que cela se présente à l'heure actuelle. Et les solutions peut-être pourraient se faire dans une synergie nationale. On a vu l'opposition qui tente donc de proposer quelques pistes de solutions au gouvernement. Et là, on apprend que dès demain déjà s'ouvre ce dialogue politique tant attendu, sur 2 points notamment. Il y a le code électoral et les élections de 2020. Et puis, deuxième point, c'est bien sûr la situation nationale. Et forcément, où cette question sera abordée. Peut-être c'est l'occasion rêvée ou jamais de sortir quelque chose de consensuel qui réunit l'ensemble des Burkinabés pour effectivement faire face à ces problèmes. Oui. Dans l'absolu, le dialogue politique est une excellente chose. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises parce que c'est de nature d'abord à rapprocher les forces politiques et à éteindre les dissensions éventuelles qui ne sont pas nécessaires. Et ce dialogue politique va peut-être atteindre cet objectif-là, de ramener sur la table du dialogue les acteurs qui peut-être habituellement ne se voient pas, en dehors de l'hémicycle parlementaire. Cependant, il y a des inquiétudes encore qui restent à régler. Il y a la portée du dialogue. Est-ce que les règles qui vont être adoptées, les solutions qui vont être adoptées, quel sera le schéma de leur application? Ça pose problème. Est-ce qu'on va aller au-delà d'une simple discussion entre ces forces politiques-là pour envisager un accord politique qui peut inclure un gouvernement qui inclut l'opposition? Ces questions-là sont encore posées et on ne sait pas si elles seront soulevées pendant ce dialogue politique-là. Le troisième niveau d'inquiétude pour le dialogue politique, c'est qu'il reste un dialogue partisan. Il n'y a que les forces politiques qui sont interpellées et qui sont appelées à ce dialogue-là. Or, on le sait, la situation nationale, notamment, le deuxième point dont vous avez parlé, porte sur une dimension qui inclut d'autres acteurs qui ne sont pas forcément les acteurs partisans. Est-ce que l'opposition conviée peut prendre des engagements pour les groupes qui combattent, par exemple, dans le Sahel, de sorte qu'on puisse aboutir à la fin de ce conflit-là? Est-ce que le gouvernement a des solutions et que l'opposition politique peut contribuer à mettre en œuvre pour mettre fin, par exemple, à l'insécurité?
mettre fin au déplacement des populations. Donc déjà, on est mal parti parce voilà. qu'effectivement, l'impression qu'on donne, c'est qu'il suffit de régler le problème au niveau des politiques et tout roule. On aura des solutions politiques, c'est sûr. Peut-être qu'ils vont aller jusqu'à faire un gouvernement qui inclut certains de l'opposition, c'est possible. Mais est-ce que ça va résoudre les grandes questions? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il aurait fallu un dialogue social et politique qui permette d'inclure d'autres acteurs et d'avoir des solutions qui soient enracinées dans la population. Parce que là, c'est une affaire opposition-majorité, Ici, une coprésidence voilà. MPP-CFOP, justement, pour conduire effectivement ces choses. On reste notamment, dans le classique. Du côté du MPP, c'est le président par intérim, justement, qui va assurer effectivement la présidence à ce niveau. On attend de voir quel se lancera du côté du CFOP. Et sur ces points-là, il est question aussi de mettre en place aussi une commission et les ministres pourront intervenir sur des thématiques précises pour donner d'autres explications. Mais sur la question déjà purement politique qui est le code électoral et les élections de 2020, est-ce qu'on n'alourdit pas effectivement le menu de ce dialogue politique alors que les questions sont beaucoup plus pressantes? La situation nationale réglée permet peut-être de régler les questions beaucoup plus politiques, non? Oui, mais vous savez que le fait que ce soit que des forces partisanes qui soient conviées rend impossible le fait de ne pas soulever des questions qui sont liées à ces gens-là. C'est leur travail, c'est là où ils agissent, donc l'élection, c'est leur principale préoccupation. Donc en tant que force partisane, ces forces-là vont d'abord trancher la question. Mais je pense que ce qui est lié au code électoral, ce ne sont pas des questions très longues. On parle notamment de la relecture du code électoral, du calendrier électoral, du vote des Burkinabés de l'étranger, de l'élection au suffrage universel direct des présidents du conseil des collectivités territoriales. On parlera de la CENI aussi et de la question du quota genre. Exactement. Donc, comme vous le savez, c'est des questions qui ont longuement été débattues début 2018. Donc, on sait à peu près quelles sont les positions des uns et des autres. Et il est assez facile d'aboutir à des conclusions. Je ne dis pas des solutions, mais des conclusions sur ces points-là, de sorte qu'ils pourraient consacrer beaucoup plus de temps à la résolution des questions liées à la situation nationale. Donc, en ce moment, il reste dans le calendrier, mais comme on l'a dit, quelle sera l'emprise donc des décisions qui vont être prises à ces dialogues politiques-là sur le reste des acteurs qui n'ont pas été conviés à ces dialogues-là? Et puis, on se demande sur la situation nationale, que peut encore apporter l'opposition qu'elle a déjà apporté en termes d'idées par rapport au règlement de la situation? Ici, peut-être il faudra attendre les propositions que le gouvernement va faire. Il a certainement un paquet de propositions qu'il va soumettre au dialogue. Et là, le dialogue est recherché l'acceptation par l'opposition politique, de sorte que dans la mise en œuvre, il n'y ait pas d'opposition politique sur ces questions-là. Donc, il peut peut-être régler ça à ce niveau-là. Autrement dit, le CFOP ayant ses conférences de presse hebdomadaires fait tout le temps des propositions sur tel ou tel sujet de la vie politique nationale. Donc, ils doivent avoir eux aussi un lexique de ces solutions et rapidement pouvoir répondre quelle est leur position face à telle proposition du gouvernement. Ça devrait aller vite, mais la grande question, c'est l'impact. La mise en œuvre. La mise en œuvre et l'impact des décisions qui vont être arrêtées sur la vie nationale. Il y a notamment la question sécuritaire, la question de la réconciliation nationale, la question de l'unité nationale et de la cohésion sociale, la question de l'autorité de l'État et du civisme, et puis les questions d'intérêt national. Oui, tout à fait. Si on prend les points comme la réconciliation nationale, il va sans dire que les positions ici ne sont pas unanimes. Dans l'opposition, il y a certains qui ont une position bien précise là-dessus. Je veux parler de la CODER. Et dans le parti au pouvoir également, ils ont une approche de la réconciliation. Donc là, il peut y avoir... On connaît déjà les antagonismes, les oppositions. Exactement. On sait quelles sont les positions des uns et des autres. Mais déjà, le dialogue en lui-même suppose que les deux partis ont l'ambition d'abandonner un certain de leurs revendications pour aboutir à quelque chose. Ils ne vont pas quand même convier un dialogue politique et à la fin nous dire que 0 point n'a été conclu entre eux. Donc cela veut dire que de part et d'autre, il y aura des appréciations amoindries pour pouvoir aboutir à des accords. Et on verra bien à l'issue de cela qu'est-ce que le dialogue va nous pondre comme solution pour la réconciliation nationale, la solution de la cohésion sociale aussi. Et c'est là où je disais que le fait de ne pas avoir emporté certains acteurs non partisans dans ce dialogue-là pourrait jouer à ce niveau, par exemple, de la cohésion sociale.
Est-ce que ceux qui n'ont pas été partie prenante du dialogue seront concernés par les conclusions du dialogue? Et ça, c'est une question qui reste à poser. À un moment donné, des groupes pourront leur dire, bon, vous vous êtes vus, vous avez adopté des approches, eh bien, ces approches-là ne nous concernent pas. Nous ne sommes pas liés par les accords que vous êtes passés à ce niveau-là. Et ça peut être un écueil dans la mise en œuvre donc, des conclusions du dialogue. Et justement, vous parlez de cette composante société civile qui n'est pas forcément présente quand on connaît déjà, on l'a écouté tout à l'heure, l'unité d'action syndicale sur un certain nombre de sujets. On se demande comment les acteurs politiques peuvent prendre en compte les préoccupations de ces acteurs donc, du monde syndical ou de la société civile. C'est une question. La coprésidence, en tout cas, sera assurée par Simon Compaoré et Zéphirin Diabré. Et l'opposition devra proposer une liste donc, de 20 membres, dont au moins 5 femmes. Oui. Si par aventure, le dialogue aboutissait à des conclusions qui ne concernent pas, par exemple, les revendications des forces sociales, je veux parler des syndicats, mais vous verrez que ces syndicats vont s'arc-bouter dans l'extrémisme et dire, bon, comme les partis se sont entendus pour régler les questions, nous, on reste sur nos positions, on n'est pas partie prenante. Donc je crois que ça aurait été l'occasion, ici, de faire un dialogue beaucoup plus ouvert, beaucoup plus inclusif, qui aurait au moins permis de mettre certains dans le jeu, de sorte qu'ils soient au moins informés de l'évolution des questions sur le plan politique. D'accord. Je parlais justement du monde syndical. Le Burkina est malade. C'est l'UAS qui l'a dit cette semaine, l'unité d'action syndicale, qui dénonce une remise en cause grave des libertés démocratiques au Burkina Faso. Bassorma Bazié et ses camarades mettent en garde le gouvernement. Le Burkina Faso va mal et son état est semblable à celui d'un malade grabataire que les nombreuses prescriptions médicales peinent à guérir. C'est le constat que fait l'unité d'action syndicale. Ces dernières années, Bassorma Bazié et ses camarades disent constater une remise en cause progressive des libertés démocratiques et syndicales. Ils en veulent pour preuve l'adoption du nouveau code pénal jugé liberticide selon eux. La revendication de l'UAS, c'est de retirer purement et simplement cette loi dont nous jugeons liberticide. Parce que nous ne pouvons pas admettre que dans un pays qui se veut démocratique, on prenne des lois pour embastiller la liberté d'expression. Pour nous, c'est dans le sens de créer l'environnement. L'autorité veut créer l'environnement où il n'y a pas de possibilité de prise de parole pour mieux assassiner ou laisser des règlements de compte. Parce que quand on traîne les pieds pour ne pas faire des autopsies, on ne peut pas nous empêcher de croire qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre voulant faire des assassinats ciblés et tout le monde est interpellé. L'autre fait qui atteste selon l'UAS de la volonté de l'autorité d'embrigader les libertés démocratiques, c'est le cas de l'Alliance Police Nationale. L'APN subirait les courroux de la hiérarchie policière en violation de tous les textes en vigueur au Burkina Faso. Pour l'UAS, tout cela doit cesser. Nous avons vu l'Alliance Police Nationale auquel on refuse un récépissé à laquelle on estime que pour mener une activité, il faut informer la hiérarchie. C'est une violation pure et simple de la Convention 87 à son article 2 qui stipule que l'organisation syndicale peut se créer librement et l'article 3 qui stipule que les activités peuvent être librement menées sans que l'autorité administrative ne s'y interfère. Ce n'est pas ce que nous constatons, d'autant qu'ils sont tous blâmés. Ils attendent à être passés en conseil de discipline avec des sanctions dont nous ne savons pas à quoi ça va aboutir. Et de ce point de vue, l'UAS est prête véritablement à réagir là-dessus pour que de telles forfaitures ne passent pas dans notre pays. Au cours de la conférence de presse tenue ce 8 juillet, l'UAS a également apporté son soutien aux travailleurs du secteur privé. Elle persiste et signe, l'IUTS, l'impôt unique sur le traitement des salaires doit être supprimé. Nous maintenons notre préalable qui est la levée du prélèvement de l'UTS, l'impact de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé. C'est inacceptable, c'est notre revendication. L'UTS a été mise en œuvre dans les années 1974 et de ce point de vue, ça a été une mesure exceptionnelle, dans une période exceptionnelle. Il n'y a pas de raison qu'on continue à faire ces prélèvements et nous exigeons à ce que l'État respecte ses engagements. Les corps des 2 militants de l'ODJ assassinés en mai dernier sont encore à la morgue dans l'attente d'une autopsie. L'UAS demande au gouvernement de mettre la main à la poche pour que la lumière soit faite sur cette affaire. L'UAS dit être en concertation avancée avec la CCVC, la coalition contre la vie chère, pour descendre très bientôt dans les rues. Elle invite tous les Burkinabés à se tenir prêts en attendant le mot d'ordre.
Voilà, donc Cheka Koulibaly, comme on l'a dit, dialogue politique, oui, mais à côté, il y a d'autres acteurs aussi importants qui risquent donc de ne pas être pris en compte. Et là, ça ne règle pas forcément le problème. Exactement. Étant donné que la situation nationale est inscrite à l'ordre du jour du dialogue politique, je pense que ça aurait été l'occasion d'impliquer d'autres forces, de sorte qu'au moins elles puissent participer au dialogue, à défaut de participer aux conclusions et de vouloir les appliquer. On voit que le monde syndical est en ébullition sur des revendications qui ont duré. Et est-ce que le dialogue politique partisan suffira à amener donc les forces syndicales à abandonner leurs revendications du simple fait d'un accord politique partisan? Je me pose la question. Et c'est pour ça que le format du dialogue aurait dû être un dialogue sociopolitique qui allait aller beaucoup plus en profondeur en termes de participation, en termes donc d'ancrage de ces dialogues-là dans la population, afin que les conclusions qui vont être adoptées à ce niveau-là soient de nature à apaiser la situation, par exemple l'incivisme, la cohésion sociale, etc. etc. Voilà. L'UALS qui menace de descendre dans la rue, le SYNAGRH, lui, est en mouvement depuis le mois de mai. Le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines boycotte, vous le savez, l'organisation des concours de la fonction publique. Le ministre de tutelle est mis en cause. La mobilisation du jour en dit long sur le mouvement d'humains qu'ils observent depuis début mai. Un mouvement d'humains dont l'impact sur le terrain est réel, disent-ils, mais dont aucune solution n'est envisagée. Selon le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines SYNAGRH, il n'a eu que 2 rencontres formelles avec la partie gouvernementale depuis le début de la crise. Le ministre lui-même de la fonction publique a élaboré un arrêté signé en date du 21 juin, mettant en place donc le groupe de travail qui devait commencer ses travaux le 24 juin. Mais rien ne s'est fait. C'est à cette date, si vous avez lu la déclaration, pendant qu'on attendait l'équipe gouvernementale pour la rencontre, on suit la rencontre à travers un simple coup de fil, ne venant pas du ministre lui-même, mais de son secrétaire général, appelant le camarade Zango du bureau pour dire que la rencontre est reportée sans motif. Le SYNAGRH dit alors être déconcerté par le rapport fait au Conseil des ministres du 27 juin 2019 par le ministre en charge de la fonction publique. Au lieu d'inviter le SYNAGRH à la table des discussions, le ministre s'est lancé dans une cabale mensongère en produisant un rapport fallacieux en Conseil des ministres en date du 27 juin 2019 où il relève l'intransigeance du SYNAGRH et demande l'autorisation du Conseil des ministres pour recourir à d'autres personnels et ou structures pour organiser les concours alors qu'il est à l'origine de la rupture du dialogue. L'une des principales conséquences de cette grève étant le blocage du lancement des dépôts du dossier de candidature au concours de la fonction publique, le gouvernement a procédé à des réquisitions pour lancer le processus. Des réquisitions que le SYNAGRH juge illégales et compte ester en justice. Et pour le syndicat, cette pratique montre déjà ses limites. Ceux qui savent lire entre les lignes dans les concours professionnels ont déjà commencé à interpeller les ministres de tutelle pour dire que les conditions de candidature dans ces concours n'ont pas été respectées ou ont été violées. Nous n'avons pas été associés. Aujourd'hui, ils sont en train de récolter les conséquences. C'est les récriminations, c'est les contentieux, comme le camarade vient de le dire, qui ont commencé à en être déjà. Parce que les gens se préparent pour attaquer les conditions d'ouverture des concours parce que ça ne respecte pas les conditions de diplôme, les conditions d'âge, ainsi de suite. L'autre point inscrit à l'ordre du jour de cette conférence de presse du SYNAGRH, c'est la gestion jugée opaque du ministère par le professeur Seni Ouedraogo et notamment la gestion du carburant. La dotation trimestrielle du ministre est de 1 725 000 francs CFA au lieu de 700 000 francs CFA. Celle du SG est de 780 000 francs CFA au lieu de 400 000 francs CFA. Et celle du directeur de cabinet est de 720 000 francs CFA au lieu de 400 000 francs CFA. De plus, la dotation du DAF est de loin supérieure à celle des directeurs de même rang et le double de celle des directeurs généraux. Cette gestion inique et disproportionnée du carburant se ressent jusqu'au niveau des chefs de service. À l'évidence, il y a une collusion pour piller les ressources du ministère. À travers ce mouvement d'humains, le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines exige la mise en œuvre d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement en août 2017 et qui garantit aux agents du corps des ressources humaines un certain nombre d'indemnités et de meilleures conditions de travail. Et Cheka Koulibaly, quand on écoute le syndicat, on a l'impression d'avoir affaire à un ministre en charge du dialogue qui visiblement a un problème de dialogue. Oui, tout à fait. Comme le reste du gouvernement, d'ailleurs, on l'a signalé à plusieurs reprises, durant la fronde sociale qui s'est vue depuis 2016,
On a vu que le gouvernement, par endroits, a beaucoup de difficultés à mener ce dialogue social avec les partenaires sociaux. Et ici, on le voit, le ministre, effectivement, en charge donc de la question, présente les mêmes failles, les mêmes insuffisances en termes donc de répondre aux exigences du dialogue qui sont de rencontrer déjà les partenaires. Et là, comme le dit le syndicat, ils ont eu du mal à discuter avec le ministre, si bien qu'ils sont en train d'envisager peut-être d'autres types d'actions, ce qui fera renforcer encore cette fronde sociale qu'on sait déjà très évolutive. Ce groupe-là va encore s'ajouter à ceux qui sont déjà en mouvement. Et là, ça peut être une bombe parce que ce sont des milliers de chômeurs qui attendent l'organisation de ces concours. Il y a cet aspect, il y a aussi le fonctionnement même des administrations. Quand vous connaissez le rôle des gestionnaires des ressources humaines, les départs en congé, les congés de maternité, il y a beaucoup d'aspects qui seront gelés si ces groupes-là allaient en grève ou en suspension de prestations, etc. On a vu que le personnel aussi de l'administration territoriale avait posé les mêmes problèmes. On ajoute encore ces maillons clés de l'administration publique. Décidément, la fronde est en train de s'élargir. Et c'était peut-être le moment de convoquer aussi un dialogue social parallèle au dialogue politique, de sorte à ramener tout le monde dans le même panier de discussion, de sorte qu'on puisse envisager les choses de manière sereine. Ça, on attendra peut-être le 22 juillet pour l'ouverture du dialogue gouvernement-syndicat. Oui, mais là encore, il s'agit de déléguer spécifiquement. Mais ici, comme on voit, la fronde est tellement large qu'il faut un dialogue beaucoup plus ouvert que ce qui s'est fait pour le moment. Donc, on a un dialogue social avec les syndicats, quelques représentants vont partir. On a un dialogue politique avec les forces partisanes. Et là, il y a une forte partie du dialogue qui, à mon avis, ne sera pas incluse dans cette discussion-là, de sorte que pourrait ne pas se sentir concerné par tout ce qui sera arrêté par les différents groupes de dialogue. La suite, c'est aussi dans la même veine, de meilleures conditions de travail et de vie. C'est ce que réclame aussi le SYNTAS, le syndicat des travailleurs donc, de l'action sociale. À l'issue de sa deuxième journée syndicale tenue cette semaine, le syndicat a décidé de reprendre le chemin de la lutte. Reparti à l'offensive, c'est le mot d'ordre du syndicat national des travailleurs de l'action sociale SYNTAS à l'issue de sa deuxième journée syndicale. La lutte engagée par le SYNTAS s'était enlisée du fait de la répression subie par ses militants et sympathisants, mais pour le syndicat, ce n'était qu'un recul pour mieux sauter. Il convient de repartir au charbon, comme je l'ai dit, pour contraindre l'autorité à ouvrir un œil et d'ouvrir une oreille attentive aux préoccupations que nous portons depuis maintenant plus de 2 ans, qui ne connaissent pas encore une réaction quelconque de la part de l'autorité. Nous avons pris du recul, analysé avec les délégués pour repartir de bon pied avec de nouvelles orientations qui sont qu'il faut renforcer les rangs parce qu'une chose est claire, la répression a été abattue sur les militants, beaucoup ont été touchés, mais je crois que l'essentiel, le moral a été sauf et c'est ce qui nous conforte aujourd'hui à la fin de cette journée que malgré la répression, les travailleurs sont restés sur leur axe et devront se battre pour obtenir la satisfaction de leurs points de revendication. Pour le retour au front, le SYNTAS ne cache pas sa stratégie. Il ira de face contre leur ministre qu'il accuse de gestion arbitraire et autoritaire. Nous voulons de la discussion. Mais je peux vous assurer que depuis que la dame est arrivée à notre département jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas daigné nous rencontrer une demi-fois. Nous disons même qu'en matière de répression dans ce gouvernement, notre département ministériel avec Mme Miliboudou en tête passe champion. Parce que c'est dans ce département que vous avez trouvé qu'on a suspendu 88 travailleurs qui ont, pour le simple fait d'avoir demandé qu'on regarde leurs préoccupations qui sont posées. Pendant ce temps, le besoin du travail social est criard sur le terrain. Ce qui nous indique que madame n'est pas venue pour travailler. Elle est juste venue nous dire, taisez vos misères, moi je fais mon show, il n'y a rien à voir. Et après ça, il y a les intimidations dont nos camarades et nos militants font l'objet jusqu'à aujourd'hui. Trouver des responsables qui menacent d'affecter les travailleurs,
vous trouvez des travailleurs en poste de responsabilité qu'on enlève, on ne manque pas de leur signifier que non, c'est parce qu'ils ont osé aller en grève ou ils ont osé manifester auprès du syndicat. Donc nous pensons que ce sont des attaques contre les libertés syndicales, ce qui n'est pas admissible. Des travailleurs de l'action sociale exige d'ores et déjà l'annulation sans condition des suspensions et les affectations arbitraires qu'il dit avoir constatées au sein du département de Laurence Marshal Ilboudo. À l'occasion de cette deuxième journée syndicale, le SYNTAS a condamné l'assassinat des militants de l'ODJ dans le Yaga et a exigé que lumière soit faite. Le SYNTAS a également réaffirmé son choix du syndicalisme révolutionnaire comme moyen d'action. Voilà, Siaka Coulibaly, une crise humanitaire avec ces milliers de déplacés qui ne donnent pas de répit au département de Laurence Marshal Ilboudo, mais cette grève qui s'annonce pourrait être l'autre de conséquences. Oui, tout à fait. C'est le moment où on a le plus besoin de ce segment du gouvernement et de l'administration publique que les problèmes se corsent. Et il faut dire que, comme on l'a dit également pour le dialogue social, le ministère de la fonction publique, le même problème du management, donc du dialogue social, me semble être posé ici. Au lieu de rencontrer les partenaires sociaux pour discuter, observer leurs revendications, voir comment est-ce que cela pourrait être répondu progressivement, c'est plutôt les sanctions qui sont adoptées. Et ces sanctions ne font que radicaliser les travailleurs. Même ceux qui étaient modérés pourraient se retrouver donc dans une posture d'extrémisme. Ce qui fait que ce n'est pas du tout à l'honneur du gouvernement, qui aujourd'hui a besoin de toutes ces troupes pour faire face à la question des déplacés. Et on le sent, c'est le ministre de l'Action sociale qui est en première ligne ici, qui va recevoir l'aide internationale pour le dispatcher auprès des personnes déplacées. Donc il y a besoin de grands spécialistes qui sont ces agents pour pouvoir le faire. Donc on se demande bien comment est-ce que le gouvernement, et en particulier la ministre du ministère de l'Action sociale, pourrait répondre à ces exigences qui lui sont données avec donc ce conflit social qui est au sein de son ministère. Et toutes sont que ces menaces, cette sortie de l'UAS, ce mouvement de Sinageras, et puis cette annonce, cette menace du SYNTAS, est-ce des stratégies pour mettre la pression sur le gouvernement dans le cadre donc, de la reprise du dialogue gouvernement-syndicat, ou alors c'est un signe qu'on est parti encore pour un échec? Ce qui est certain, c'est qu'on perçoit ici une convergence entre les différents segments du monde syndical qui sont en train donc de réveiller un certain conflit peut-être qui était un peu latent de part et d'autre, peut-être effectivement pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement à l'avance du dialogue social qui va s'ouvrir le 22 juillet, mais aussi peut-être une autre stratégie, comme on l'a vu avec l'UAS, qui annonce donc des mouvements, une marche, et cette marche-là peut se faire avoir plus de succès si les différents segments syndicaux sont déjà mobilisés. Peut-être que c'est une sorte de mobilisation sectorielle avant d'avoir une grande action qui va se dérouler avant ou après le dialogue social qui va s'annoncer. Et si on écoute le ton donné par l'UAS, en maintenant les revendications, en particulier sur la suppression de l'UTS dans le privé, on craint fort que le gouvernement ne puisse pas répondre totalement à cette revendication-là du premier coup. Donc, si l'UAS maintient sa position, soit le dialogue va être grippé dès le départ, soit il va aller au bout, mais immédiatement après, les syndicats risquent d'aller en mouvement, de sorte à ce qu'on revienne à la situation avant le dialogue. Ça veut dire qu'il y aura eu un dialogue quasiment pour rien. Et ça, c'est un risque qui est important aujourd'hui, si on voit déjà les différentes mobilisations des syndicats qui sont en train de se faire. Est-ce que quelque part, les syndicats aussi n'en font pas trop? Quand on voit les points qui sont portés par les syndicats durant leurs différentes manifestations, ce sont des points qui sont assez logiques. Et il est difficile de leur dire, oui, ces questions-là, c'est des questions normales, mais compte tenu du contexte, vous devez abandonner vos revendications, etc., etc. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que le gouvernement ou les responsables gouvernementaux donnent des solutions avec des calendriers, des échelonnements, etc., etc., à ces partenaires sociaux-là, de sorte qu'ils puissent eux-mêmes avoir des arguments. Le problème, c'est qu'il y a eu trop d'engagements non tenus, finalement. Il y a une crise de confiance qui est là. Exactement, il y a la crise de confiance, mais il y a aussi que le gouvernement lui-même semble être fatigué de faire des propositions, en sachant qu'il ne pourra pas tout de suite les tenir.
Si bien que finalement, on risque de rentrer dans un cycle où seule la lutte sera le dialogue entre le gouvernement et les syndicats. Et ça, ce n'est pas de bon augure pour une stabilité donc, de l'administration publique, pour une stabilité même dans le pays. On risque en 2019, si on lui prend garde, de dépasser le record de 2017 avec le nombre de jours de grève qui avait dépassé 200 jours en 2017. Et là, on est bien parti pour déjà avoir atteint les 100 jours, je crois. Et si on ne fait pas, on ne prend pas garde, d'ici la fin de l'année, en décembre, on risque d'avoir dépassé ces records qui a déjà été très, très négatifs pour la croissance du pays. Voilà. On termine cette info par ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Kames-Luada, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, avec cette suspension du professeur Luada. Et après, on a l'impression que l'affaire prend une autre tournure, une affaire d'État finalement. Une dimension politique avec les sorties du ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est épanché dans beaucoup de médias pour, en quelque sorte, attirer donc, la fibre patriotique des Burkinabés sur cette affaire-là et expliquer maladroit peut-être parce que c'est d'abord une affaire qui oppose deux enseignants. Je crois que le ministre va vite en besogne. Au-delà même de considérer l'affaire comme un problème entre deux enseignants, il y a que le monde académique est très organisé à ses règles. À mon avis, la première mission que le gouvernement aurait dû poursuivre, c'était d'entendre les personnes impliquées. Une commission technique ou disciplinaire ou autre, je ne sais pas trop, aurait dû entendre les... Chercher à concilier les positions entre les deux enseignants d'abord, peut-être. À comprendre le problème et, deuxièmement, effectivement, si possible, concilier. Et après cette mission d'investigation et de clarification, le ministre aurait eu des données concrètes pour pouvoir intervenir, parce que là, il est obligé d'aller sur la fibre patriotique, sur l'aspect politique, et disant qu'il faut soutenir parce que là, c'est le pays. Parce que là, on a fait une affaire Kames-Burkina Faso. Exactement. Et ça pose plusieurs sortes de problèmes. Il y a d'abord la matérialité de l'affaire. Une plainte a été déposée contre un enseignant. Qu'en est-il exactement? Le ministre doit nous donner les informations sur cette plainte. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est fondé ou pas? Deuxièmement, il y a que la sérénité au sein de la faculté des droits et des sciences politiques va s'en ressentir à partir de cette affaire. Donc le ministre doit travailler en considération donc, du maintien de la stabilité et de la sérénité dans ce corps d'enseignement-là. Le troisième niveau, c'est qu'une fois qu'on prend une position comme ça, qu'est-ce que cela signifie du point de vue du rapport entre le Burkina Faso, du point de vue entre l'enseignement supérieur du Burkina Faso et le CAMES? Est-ce que le Burkina peut se passer du CAMES et ne plus envoyer des candidats? En ce moment, quel système d'enseignement nous aurons? Est-ce qu'il y aura une cohérence et une congruence de ces systèmes d'enseignement? J'ai l'impression que le problème, c'est beaucoup plus la tête du CAMES, c'est le secrétaire général qui semble poser problème, pas l'institution en question. Oui, mais le secrétaire général, ce que je sais, a dû prendre des décisions en se basant sur des délibérations. C'est pour ça que j'aurais souhaité que le ministre convoque donc une session, un organe qui va investiguer sur l'affaire et nous proposer quelque chose de très clair, de sorte que ça ne laisse pas les gens en train de discuter sur supporter un tel ou un autre. On ne s'en sortirait pas parce qu'il y a des faits qui sont mis en cause. Il y a aussi des normes et des règles qui font fonctionner le CAMES. Est-ce que nous sommes restés dans le cadre long du CAMES? Est-ce que le Burkina Faso peut se passer donc, de la participation aux différentes sessions sur la base de ce conflit? Et c'est ça qu'il faut voir. Et est-ce que ce qui se passe dans le domaine donc, de l'enseignement supérieur du droit et de la science politique est conforme aux autres domaines? Si on prend seulement le critère donc, de la performance, c'est un domaine où, jusqu'à aujourd'hui, sur près de 20 ans, on n'a que 3 professeurs titulaires de droit et de sciences politiques en exercice. Les autres sont déjà à la retraite. Considérez ça en comparaison du monde de la médecine, où parfois, certaines sessions du CAMES, ils reviennent avec 25 professeurs du coup. Donc, il y a toutes ces questions que le ministre devrait, à mon avis, adresser, plutôt que de vouloir... Ce qui a sûrement irrité le ministre ou le gouvernement burkinabé, c'est peut-être la façon dont le professeur Luada a été traité à Bangui, en Centrafrique, dans le cadre de la session, où il a été justement suspendu. C'est pourquoi je dis, le ministre, certainement a des données que nous n'avons pas, qu'il aurait dû les expliquer plus proprement.
il aurait semblé que l'information de ne pas laisser participer le professeur Loada a été envoyée au ministre bien avant la session et que c'est lui qui se serait entêté à le faire partie sur les fonds du ministère au lieu que ce soit le CAMES qui envoie les invitations et les billets d'avion. Du coup, il a pris la responsabilité d'envoyer un ministre et un professeur en sachant qu'il n'allait pas participer à la session. Donc, qui, en ce moment, a mis donc, le pays en difficulté. Donc, ce sont des questions comme ça qui sont restées posées et qu'il faut qu'on nous donne des réponses claires, de sorte que les gens ne se jettent pas dans la dimension subjective de la chose en supportant un tel plutôt qu'un tel. Et le pays n'a pas à gagner avec une situation délétère de ce genre-là, avec un organe, une instance comme la faculté des droits et des sciences politiques, qui est chargée donc d'enseigner un corps d'enseignement important pour le développement du pays. Parce que là, plus que d'arranger, on divise, c'est une profonde division désormais entre ces deux enseignants. Exactement. Les deux enseignants, mais aussi les autres enseignants seront amenés à se positionner. Vous connaissez comment les choses se passent ici. Subjectivement, les gens iront dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que cela est de nature à créer un climat serein de travail et d'enseignement pour produire dans un domaine où c'est très important? Mais au-delà de tout, c'est l'institution CAMES aujourd'hui, l'image qui prend un coup. C'est une institution qui est de plus en plus décriée. On voit qu'au niveau du Bénin aussi, ce sont les mêmes reproches. Voilà. Un aspect du problème qui se pose justement, c'est que, et là je reviens encore à ce que le ministre de l'Enseignement supérieur a dit, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la personne du professeur Loada, il y a d'autres qui sont impliqués là-dedans. Est-ce que la posture que nous adoptons, parce que notre compatriote est impliqué, c'est la même que les autres qui sont dans les autres pays? Donc je crois qu'il y a encore de la réflexion à faire sur cette affaire. Il faut investiguer encore plus pour pouvoir adopter une attitude qui soit à la fois conforme à notre soutien éventuel au professeur Loada, mais aussi au maintien du Burkina Faso dans le concert scientifique du CAMES. Parce que ce sont des dimensions qui sont importantes et qu'il faut prendre en même temps pour ne pas régler une question en créant des déficits de l'autre côté. On attendra donc de voir l'évolution de la situation, parce que jusque-là, on n'a pas véritablement entendu les deux concernés. Voilà, c'est ça. On attendra de voir. C'est la fin de ce 7 Info. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce 7 Info. Merci de nous avoir suivis. Bonne reprise de travail demain. Demain, donc lundi, le dialogue politique s'ouvre à Ouagadougou entre opposition et majorité. Bonsoir chez vous.